bonsoir à tous. À la une de ce journal, une avalanche de critiques après le ton martial du chef de l'État et sa logique va-t-en-guerre. Sur le théâtre de la crise anglophone, l'opposition déplore l'inefficacité de ses stratégies militaires et le clair-obscur sur le dialogue politique tant attendu par les Camerounais. En misant sur l'accélération de la décentralisation, le président de la République peut-il éviter un débat sur l'échec de l'actuel système de gouvernance publique au Cameroun? Dans un tel contexte de crise sécuritaire et politique, le Cameroun peut-il organiser au moins 4 élections attendues cette année 2018? Une série de reportages et d'analyses vous permet ce soir de décoder les annonces présidentielles faites le 31 décembre 2017. Et c'est un début d'année assez difficile en République démocratique du Congo, un pays sous haute tension où l'Internet a été coupé, répression des manifestations politiques menées par l'opposition. Nous ferons le point sur la situation politique en République démocratique du Congo dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président du SDF, principal parti de l'opposition, regrette le ton martial avec lequel le chef de l'État a abordé la question anglophone dans son discours du 31 décembre 2017. Ni John Frondi relève également que le chef de l'État est resté évasif sur le dialogue politique tant attendu par les populations. Le président de la République qui s'est contenté d'évoquer la nécessité de renforcer la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage Stella Mbou et Donald Brice Kamgan. C'est à son domicile de Tarington, à Bamenda, que John Frondi a suivi le discours annuel du président de la République le 31 décembre dernier. Au-delà des questions plus globales abordées par Paul Biya dans cette traditionnelle adresse à la nation, le chairman du Social Democratic Front a particulièrement scruté la fermeté avec laquelle le locataire d'Etoudi a réaffirmé le renforcement de la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout le monde aimerait que la crise anglophone prenne fin. Mais cela ne signifie pas pourtant qu'on doit déployer les forces de sécurité contre les populations. Le président de la République a déclaré la guerre contre les anglophones. C'est complètement insensé venant d'un individu et davantage d'un chef d'État. Le président national du SDF estime que les décès des populations civiles dans les régions anglophones sont banalisés au profit de ceux enregistrés dans les rangs des forces de sécurité. Le président de la République s'intéresse très peu au nombre de personnes civiles qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Grosse déception également sur la question du dialogue pour Ni John Frondi. Paul Biya. Grosse déception également sur la question du dialogue pour Ni John Frondi. Paul Biya est resté trop évasif, estime le chairman du SDF. Je m'attendais sincèrement à ce qu'il saisisse l'occasion de ce discours pour appeler au retour de tous les exilés dans le cadre de la crise anglophone en vue de la tenue du dialogue dont on parle tant. Après avoir démonté toutes les réponses apportées jusqu'ici par le gouvernement à la crise anglophone, Ni John Frondi conclut que l'on est reparti pour le statu quo. C'est également une grosse déception qui se dessine sur le visage des acteurs politiques après le discours du chef de l'État le 31 décembre 2017. Il critique le président de la République et sa logique de guerre présentée comme une mesure incapable de résoudre la crise anglophone. Ces annonces du renforcement de la carte sanitaire scolaire et la poursuite des programmes économiques n'ont pas convaincu l'opposition. À ses yeux, c'est l'échec du renouveau, c'est l'échec de la politique du renouveau qui transparaît du message du chef de l'État. Reportage Emmanuel Diop et Ike Cyril. Au mouvement 11 millions de citoyens,
comme au mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'on note tout d'abord l'absence de statistiques dans le discours prononcé par Paul Biya le 31 décembre dernier. On n'a plus eu droit à des statistiques de croissance, on n'a plus eu droit à des statistiques fallacieuses, évidemment, de milliers d'emplois créés. Cette fois, c'était plutôt bref. Et sur la tonalité, effectivement, on sentait un président empreint de lassitude et même de dépit. Si on avait encore un peu de foi en M. Biya, on dirait qu'on est déçu. Mais bon, on ne peut plus être déçu par M. Biya, simplement parce que son discours a manqué de... Mais bon, on ne peut plus être déçu par M. Biya, simplement parce que son discours a manqué de bilan. Le bilan par rapport à ce qui a été dit l'année dernière, le bilan par rapport à ce qu'il a annoncé l'année dernière. Prenant ensuite l'aspect économique, Cabral Libye dénonce l'échec de l'action de Paul Biya. Il fait un aveu d'échec en rappelant le retour du Cameroun en 2017 au plan d'ajustement structurel, c'était en juin 2017. Le Cameroun est en réalité économiquement à bout de souffle. Il aurait pu avoir le courage de le dire. Nous sommes quand même dans une année, ou alors nous sortons d'une année où simplement les fonctionnaires n'avaient plus droit à une avance de solde parce qu'il y a des tensions de trésorerie. Voilà la réalité. Nous sortons d'une année où les malades dialysés ont dû manifester devant les hôpitaux pour avoir accès à un kit et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur le plan de la recherche et de la santé, le MSC fait lui aussi un constat d'échec. M. Biya manque de vision en ce qui concerne l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. La preuve, c'est que depuis 1982, on n'a plus jamais organisé, n'est-ce pas, le Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. D'ailleurs, c'est M. Aïdjo qui l'a organisé pour la dernière fois. Au niveau de la santé, M. Biya découvre qu'il faut doter le Cameroun d'une assurance maladie universelle. En 2000 déjà, il y a 17 ans, M. Biya avait fait la promesse de mettre en place une assurance maladie universelle pour les Camerounais. 17 ans après, il fait encore comme si c'était une découverte. Et quand on dit en 2000, vous vous souvenez qu'avant 2000, il avait dit que santé pour tous en l'an 2000. Parlant de la crise anglophone, le mouvement 11 millions de citoyens pense qu'en acceptant enfin d'aller au dialogue, Paul Biya revise un peu sa position, même si ça reste insuffisant. Il reconnaît qu'il doit aller au dialogue, ça tranche quand même avec le ton plutôt condescendant d'il y a un an où il disait que rien n'était négociable. Il refuse toujours d'avouer clairement que le problème est politique et qu'il faut pour une fois s'attaquer à ce problème-là en le réglant, en attaquant la question de la forme de l'État. Pour le MSC, sur cette question, en attaquant la question de la forme de l'État. Pour le MSC, sur cette question, Paul Biya reste et demeure un va-t-en-guerre. C'est regrettable que M. Biya reste, n'est-ce pas, dans une logique guerrière, dans une logique de répression. Et quand il dit qu'il a dialogué, on se demande bien avec qui il a dialogué. Donc, il y a un logiciel programmatique sécuritaire inscrit en lettre de répression qui fait que M. Biya n'est pas sincère dans sa volonté, n'est-ce pas, de dialoguer. S'agissant de la mise en place des institutions républicaines, le MSC et le mouvement 11 millions de citoyens attendent des actes concrets. Si vous lisez la progression de M. Biya, il a toujours fait ce type d'annonce. Donc personne ne croit plus en cela. On attend des actes, on ne veut plus des promesses. C'est simplement ça. Il est revenu sur des promesses vagues habituelles, l'accélération de la mise en place des institutions, rappeler la poursuite de la décentralisation, alors que curieusement, son ministre de l'administration territoriale, M. René Sadi, il y a 2 ou 3 mois, avait signé une éclatante et extraordinaire dépêche dans laquelle il rappelait que la décentralisation était mise en place dans la perfection. Dans son adresse à la nation, Paul Biya n'a pas fait mention de la distribution des ordinateurs aux étudiants. Cabral Libye de conclure que le président de la République a tiré les leçons d'un coup politique manqué. Il s'est bien rendu compte que le coup politique n'a pas pris. Si ça avait été une opération à grand succès, nul doute, un homme politique récupérateur qu'il est, il en aurait fait mention. Il s'est bien rendu compte que là encore, c'était une occasion manquée. Les acteurs politiques restent déçus du discours prononcé par Paul Biya le 31 décembre dernier. Pour eux, le président de la République s'est davantage soumis à un rituel qu'à un exercice de communication et de galvanisation de sa population. Après le discours du chef de l'État,
Après le discours du chef de l'État, au moins 4 élections doivent se tenir cette année 2018, mais des politologues doutent de l'organisation de tous ces scrutins au regard des dispositions légales et des délais fixés par la loi, mais aussi du contexte sociopolitique. Mais avant d'évoquer ce calendrier électoral encore non officiel, une information nous parvient à l'instant avec un grave accident de la circulation survenu au rond-point CCC, non loin du carrefour Ndokoti dans le 3e arrondissement de Douala. Sur place, Eric Kwamo. Eric, bonsoir, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Que se passe-t-il sur le terrain? Oui, bonsoir Cédric Noufélé. Ce décor lumineux que vous voyez derrière moi est malheureusement obscurci par un incident qui vient tout juste de se produire. Nous sommes au carrefour CCC à Douala. Et à 100 mètres d'ici, c'est une catastrophe. Alors, ce conteneur que vous apercevez en image, Cédric Noufélé, est transporté par un camion gros porteur qui a malheureusement perdu, dont le conducteur a malheureusement perdu le contrôle pour échouer dans une maison telle que vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi. Et en ce moment, l'ensemble des forces de sécurité avec l'appui des sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter d'extraire ce camion. Et à l'heure où je vous parle, des motos, des engins sont encore sur ce camion et l'ensemble des équipes se mobilisent justement pour sortir ces engins des décombres. Cet homme s'appelle Nana Charles, il est le propriétaire de cette maison qui a vécu un début de soirée qui frôle la catastrophe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que s'est-il réellement passé? Il était aux environs de 17h10. J'étais là dehors avec mon petit-fils, nous étions 3 à la véranda. Lorsque j'ai compris un bruit, dehors avec mon petit-fils, nous étions 3 à la véranda. Lorsque j'ai compris un bruit, dont même le cri des gens, j'ai regardé de quel côté venait ce bruit. Je vois le camion qui s'amenait avec une vitesse autre. J'ai tenu la main de mon petit-fils. J'ai d'abord calé. Je lui ai d'abord dit de ne pas paniquer. J'ai vu la direction dont le camion venait. Je me suis déplacé. Tout avant de me déplacer, c'est là où j'ai eu cette légère blessure là. Bon, j'ai esquivé. Il est venu avant d'être... Mais est-ce qu'il y avait des personnes à l'intérieur de la maison? Non, je pense que tous mes enfants, certains étaient derrière, pas autour là, mais nous étions 3 là dehors. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, il y a eu des blessés ou des morts? Non, à l'heure où il y a eu, je pense bien, il y a eu des blessés graves, parce que la première personne qu'on a eu à sortir du camion, c'était le motoboy. Il a beaucoup perdu le sang. Et il y avait une femme et un homme. L'homme a perdu connaissance parce que la femme, les 2 pieds seront même imputés. Oui, elle a eu vraiment des loups. Il y a eu vraiment des blessés graves. Mais quelles sont les premières confidences? Est-ce que le chauffeur a parlé? Le chauffeur a parlé, mais le chauffeur était la dernière personne de sortir dans le camion. Parce qu'il fallait que la trace d'Isakam puisse venir tirer au moins la voiture vers l'arrière. En ce moment, nous sommes dans cette chambre qui devait justement accueillir des enfants, mais qui ont été sauvés, tel que le chef de cette famille vient tout juste de nous le faire savoir. Ici, l'hôtel du pasteur d'une église de Réveil, l'église de Réveil qui a servi de point de chute à ce camion gros porteur. Il faut noter que dans cette église, telle que vous pouvez l'apercevoir, des fidèles s'étaient réunis la veille pour confier la nouvelle année. Des fidèles s'étaient réunis la veille pour confier la nouvelle année à Dieu. On était à l'église et on voulait commencer l'église. Il y avait même les choristes, ils ont commencé à chanter. Et après, ils sont montés travailler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a les fidèles à l'église. Le pasteur, ils étaient là. À l'étage? Oui, à l'étage. Ça a pris seulement une seule fille. Mais ça n'a rien fait, ça s'est blessée, c'est tout. Elle est où? Elle est dans une... Ici, François Dikoumé et Georges Mitterrand-Dam. Nous ferons le point inévitablement avant la fin de ce journal. A tout de suite.
Éric Fernand Kouamouo pour toutes ces précisions relatives à ce grave accident survenu non loin du carrefour Ndokoti dans le 3e arrondissement de Douala, précisément au lieu dit rond-point CCC. Revenons sur l'actualité majeure de cette année 2018, année électorale. Le chef de l'État l'a confirmé, mais aucun calendrier n'a été clairement indiqué jusqu'ici. Des politologues doutent de l'organisation de tous ces scrutins durant cette année 2018 au regard des dispositions légales, des délais fixés par la loi et du contexte sociopolitique. Quels sont les scénarios envisageables sur un calendrier électoral non officiel? Élément de réponse avec Joël Essengue et Guy Zogo. Au cours de l'année qui s'achève, en se référant au discours du chef de l'État le 31 décembre dernier, 5 scrutins pourraient se tenir au Cameroun en 2018. La présidentielle, les sénatoriales, les législatives, les municipales et le choix des conseillers régionaux. Le politologue Richard Macon précise les dispositions relatives à la présidentielle. Quant à l'élection présidentielle, il est prévu que celle-ci, en fonction... Dispositions relatives à la présidentielle. Quant à l'élection présidentielle, il est prévu que celle-ci, en fonction des dispositions de l'article 116 du Code électoral, que cette élection se tienne 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration du mandat du président de la République. Des délais précis de sa tenue sont donc envisagés. Il est fort possible que l'élection se tienne entre le début du mois de septembre et la mi-octobre 2018. L'élection présidentielle, en tout cas, doit se tenir pendant ce laps de temps pour que le président de la République reste légal et légitime du point de vue constitutionnel et qu'il ait l'autorité nécessaire pour organiser les autres scrutins. Il en est de même des législatives et des municipales. Le collège électoral est convoqué 40 jours au plus tard avant l'échéance de leur mandat. En faisant les calculs de ces 40 jours, on se situe toujours entre les mois de septembre et d'octobre. Pourtant, selon le politologue, au regard des délais qui font pratiquement se chevaucher, la présidentielle, les législatives et les municipales, il devrait quasiment être difficile de tenir à date ces 3 scrutins. Il serait difficile d'avoir les élections couplées législatives et municipales et en même temps les élections présidentielles. Quels que soient les calculs que l'on peut faire, on se situera toujours entre la fin du mois d'août et la fin du mois d'octobre. Ce sera extrêmement compliqué pour tenir autant de scrutins si lourds. Parce qu'il faut rappeler que l'élection municipale, comme l'élection législative, mobilise tout le pays. Ce qui, explique-t-il, ouvre la voie à la possibilité qu'offre la loi de proroger les mandats des maires et des députés. Le président de la République a aussi le pouvoir de proroger par décret le mandat des maires, mais pas plus de 18 mois après avoir consulté le Sénat et le bureau du Sénat et le gouvernement. Et encore, politiquement, soutient l'analyste, Paul Biya aurait à y gagner. Si vous avez un maire ou un député qui a son mandat qui est renouvelé pour 5 ans avant l'élection présidentielle, quelle est l'obligation qui a son mandat qui est renouvelé pour 5 ans avant l'élection présidentielle? Quelle est l'obligation qu'il a à soutenir le président de la République quand il va vouloir mobiliser l'appareil du parti pour l'accompagner? Du coup, à l'en croire, c'est un autre calendrier électoral pas tout à fait identique à celui énoncé par le président de la République le 31 décembre dernier qui émergerait. Et donc il est fort possible qu'il organise les élections sénatoriales en respectant les échéances, c'est-à-dire autour du mois d'avril. Et organiser l'élection présidentielle entre septembre et octobre et attendre organiser les élections législatives et municipales couplées en 2019. En tout cas, les faits depuis 1992, date du retour aux élections multipartistes au Cameroun, font voir que jamais 5 scrutins ne se sont tenus la même année. Le président de la République a également sorti son joker, annonçant l'accélération de la décentralisation. Cette annonce présidentielle peut-elle éviter le débat sur l'échec de l'actuel système de gouvernance publique? Comment les mairies et les collectivités territoriales décentralisées ont-elles accueilli cette nouvelle de l'accélération de la décentralisation telle que prescrite par le chef de l'État? Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec le maire de Yabassi, Jacques Maboula Boya. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bienvenue sur ce plateau.
Merci, bonne année déjà à tous nos téléspectateurs et à toute la maison Equinox qui nous accorde toujours l'honneur et le privilège de pouvoir échanger sur les sujets d'actualité. Et donc je voudrais simplement dire merci déjà pour cette sollicitude. Vous interviendrez en deuxième partie de ce journal, mais avant, notons cette reprise timide du travail dans les administrations publiques au lendemain de la fête du Nouvel An. Certains agents de l'État ont brillé par leur absence. Et des raisons sont loin d'être justifiées. Par contre, brillés par leur absence, et des raisons sont loin d'être justifiées. Par contre, d'autres ont répondu présents dans les services du gouverneur du centre et certains départements ministériels. C'est le constat que font Élisée Bogba et Marcelin Gansop dans ce reportage. Nous entamons notre ronde des administrations publiques par les services du gouverneur de la région du centre. Ici, presque tout le monde est en poste, au grand bonheur des usagers. Je suis venu à la région du centre pour déposer mon relevé. Je voulais une signature du relevé de note de mon bac. J'ai été bien reçu, le service a été rapide. On sait que ce n'est pas un jour férié, donc automatiquement les bureaux sont ouverts et le personnel est prêt à recevoir tous les usagers qui viennent. L'appel à la reprise effective du travail, lancé récemment par le maître des lieux, a reçu un écho favorable. Nous avons peut-être une petite timidité par rapport aux usagers qui ont fêté et qui peut-être vont reprendre l'élan à partir de demain. Mais nous, dans le service public, nous sommes prêts. Nous avons traité un certain nombre de dossiers ce matin. Nous avons tout à l'heure la réunion de sécurité. Quelques absences sont tout de même relevées, mais justifiées par le gouverneur. C'est pour la plupart les gens qui sont en congé ou bien qui ont des permissions. Nous n'avons pas d'absence injustifiée en ce qui concerne dans la région. Au ministère des Arts et de la Culture, il n'y a pas eu de temps mort, malgré la fatigue liée à la célébration de la fête de Nouvel An. Le chef de département et ses principaux collaborateurs étaient au bureau dès les premières heures de la matinée. La réception par Narcisse Mouele-Kombi des lauréates de l'élection Miss Cameroun n'était pas étrangère à cette forte mobilisation que d'aucuns justifient davantage par la conscience professionnelle qui les a toujours animés. Les obligations sont telles que nous avons le devoir de nous retrouver ici en tant que responsables aux premières heures. Le devoir de nous retrouver ici en tant que responsables aux premières heures, à prêter les dossiers et surtout que Monsieur le ministre est toujours en poste. Avant 8 heures, ça nous contraint donc pour nous les responsables de second rang à suivre. Ailleurs, dans les autres administrations, la reprise du travail était plutôt timide, avec plusieurs cas d'absence signalés, comme au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On a repris normalement, c'est vrai, on ressent encore un coup de fatigue. Parce qu'avec les festivités de la Saint-Sylvestre, ça n'a pas été facile. Mais le devoir nous interpelle. Je suis arrivé à 7h45. Tout le monde n'est pas présent, il faut le dire, il faut être honnête. Tout le monde n'est pas présent, mais aussi le fait que certains profitent de ce mois de janvier pour prendre des congés, leur congé annuel. Dans les rues de la capitale, la circulation était fluide, contrairement aux interminables embouteillages des 2 dernières semaines. Du coup, aller d'un bout à l'autre de la ville était plus aisé. Après la timidité observée ce 2 janvier, nul doute que les activités vont reprendre leur cours normal dès le mercredi 3 janvier. Les fêtes de Noël et de Nouvel An sont désormais derrière nous. C'est un 1er janvier cauchemardesque qu'ont vécu les employés d'une usine de fabrication de whisky et vin rouge dans le 4e arrondissement de Douala. Un incendie spectaculaire a réduit en cendres le magasin de stockage des produits finis fabriqués par Fermencam. La mobilisation des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Les autorités administratives sont descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Reportage Samuel Tchoufa et Julienne Berthe-Bissaille. Un 1er janvier en flammes sous le ciel de Douala. C'est aux alentours de midi que l'incendie s'est déclaré dans cette usine de fabrication de whisky et vin rouge. Nous sommes au quartier Minkwele à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala de whisky et vin rouge. Nous sommes au quartier Minkwele à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e. Le feu a totalement réduit en cendres l'unique magasin de stockage des produits finis de fabrication.
Cet incendie spectaculaire a mobilisé toutes les unités des sapeurs-pompiers de la ville de Douala, y compris celles de l'aéroport, le port et la gendarmerie qui sont à pied d'œuvre. Le personnel présent tente de sauver ce qu'il peut. Ici, toutes les bouches incendies sont mises à contribution pour venir à bout du feu. Nous disposons de 3 pompes de sécurité, 3 pompes pour l'alimentation du fourrage pour l'incendie, qui alimentent uniquement le réseau incendie. Nous avons nos bouches d'incendie avec nos abris. Voilà notre dévidoir que les sapeurs-pompiers sont en train d'utiliser. Là où nous gardons tous nos tuyaux, nous avons 2 réseaux connectés en direct pour l'incendie et c'est ce réseau-là que les pompiers sont en train d'utiliser pour l'eau. Et donc nous avons pu maîtriser le feu uniquement au magasin, donc toute l'usine est sauvée. Voilà, beaucoup de travail ici. La fureur des flammes a également focalisé l'attention du gouverneur de la région du littoral, du délégué du gouvernement, du préfet du Vouri, du sous-préfet, du procureur général et autres personnalités qui ont effectué le déplacement sur le site du drame pour évaluer les dégâts de cet incendie. Même si les causes ne sont pas encore définies, notons que le bilan provisoire de dégâts matériels s'évalue à des millions de francs CFA. Il faut dire que c'est un véritable coup dur pour les responsables de cette usine et également pour le personnel qui se trouve désormais sans emploi. Ces employés inquiets de la société Fermancam ont reçu les assurances de la part de la direction générale alors que leurs emplois seront préservés dans la À court, les employés, le regard inquiet, s'interrogent, tellement les dégâts sont immenses. L'entreprise emploie près de 850 employés. Donc notre première inquiétude, c'est d'abord nos emplois. Vous savez, nous sommes en pleine année scolaire. Nous avons des parents qui n'ont pas encore fini la scolarité de leurs enfants. Donc nous sommes vraiment très inquiets. Certains employés n'ont pas hésité la veille à mettre leur vie en péril pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Un dévouement salué par les responsables de l'entreprise qui ont tenu, malgré le choc, à rassurer les employés quant à la sauvegarde de leurs emplois. C'est avec beaucoup de courage que je vous parle. C'est pour vous remercier. L'émotion que j'ai au cœur, les larmes peuvent même couler. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui s'est brûlé. C'est la façon dont j'ai vu comment vous vous êtes dévoués. Vous avez affronté la mort. Certains qui cassaient le marché pour entrer dans la flamme. J'ai été touché. Quand je voyais les femmes qui venaient avec leurs maris, qui ne travaillent même pas ici, qui sont dans le feu. Les gens qui passaient casser le magasin, mettaient leur vie en danger parce qu'ils voulaient sauver une voiture, un camion. La perte est énorme. Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour sauver votre emploi. La perte est énorme. Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour sauver votre emploi. Cet incendie, qui s'est déclaré le 1er janvier, a mobilisé toutes les unités de sapeurs-pompiers de la ville, ainsi que les autorités. Je remercie beaucoup les autorités de la ville de Douala, en commençant par le gouverneur, le délégué, le procureur général, les sapeurs-pompiers, la sécurité, les sapeurs qui sont encore là. L'origine des flammes reste inconnue. L'enquête en cours permettra peut-être de déterminer les causes exactes de cet incendie. Le sous-préfet de Douala 4e a mis sur pied une commission d'évaluation des dégâts puisque le feu s'est propagé jusqu'aux habitations voisines. Un salon de coiffure, une école et une maison ont brûlé. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.
Dans l'escale internationale, la situation économique désastreuse en Afrique centrale a contraint les présidents des différents pays de la sous-région à annoncer des mesures fortes pour l'année 2018 dans leur message traditionnel à la nation. C'est un kaléidoscope des discours des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. C'est dans ce reportage signé Éric Martial Ndiomo. Les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale auront chacun fait des déclarations fortes. Ali Bongo Dimba est revenu sur le dialogue inclusif tenu en 2017 en insistant sur son impact positif sur l'apaisement et la réconciliation des Gabonais avec eux-mêmes. Il a annoncé la tenue des législatives en 2018. 2018 sera une année capitale. En effet, les élections législatives seront organisées. Elles seront décisives à plusieurs égards. Surtout, il a décidé de l'application dès janvier 2018 des mesures incitatives à l'investissement réservées aux jeunes Gabonais. Toujours en termes d'annonces, on retient la gratuité de l'accouchement au Gabon et les cliniques mobiles qui sillonneront le pays pour optimiser les soins de santé dès ce mois de janvier 2018. Idriss Déby Itno a quant à lui mis en avant l'agriculture comme un levier important du développement. J'invite le gouvernement à travailler sans relâche et de manière opiniâtre à la modernisation de nos systèmes de production. Il annonce pour 2018 des réformes institutionnelles à grande échelle. Comme au Gabon, le président tchadien a dans son adresse rappelé que les élections législatives se tiendront en cette année 2018. En Guinée équatoriale, Théodoro Obiangema Bazogo a apprécié les bonnes réalisations dues au progrès économique et le développement palpable malgré la récession qui frappe le pays. Il a aussi fustigé et mis en garde les fauteurs de troubles en présentant 2018 comme une année de grands défis pour le pays. Joseph Kabila, en République démocratique du Congo, est revenu sur les accords du 31 décembre 2016, relevant que ceux-ci ont été matérialisés en 2017. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016, en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Les efforts pour la tenue des élections se multiplieront en 2018 selon lui. Il a profité pour mettre en garde contre toute forme d'ingérence. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, sera certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a insisté sur la crise économique qui ravage le pays. Notre pays connaît des difficultés conjoncturelles évidentes. Celle-ci participe d'une crise qui affecte tous les États du monde, y compris les plus puissants. Une situation qui n'a pas empêché à l'État de tenir l'essentiel de ses engagements en 2017. Nous atteignons la fin de cette année sans arriéré de salaire en ce qui concerne les fonctionnaires. En 2018, un point d'honneur sera mis sur l'agriculture au Congo. La conjoncture imposera, selon le chef de l'État, au gouvernement de revoir son train de vie. Je renouvelle les instructions inhérentes à la nécessité de réduire la fréquence des missions à l'étranger et la composition des délégations. La crise doit nous aider à rectifier certains comportements. C'est un début d'année sous haute tension en République démocratique du Congo, avec la coupure d'Internet pour des raisons de sécurité selon le gouvernement, un déploiement sécuritaire des barrages policiers, la répression des manifestations
organisé par l'opposition qui réclame le départ du président Joseph Kabila du pouvoir selon les accords de la Saint-Sylvestre qui avaient été conclus le 31 décembre 2016 et qui prévoyaient le départ du pouvoir de Joseph Kabila en 2017. Le président Joseph Kabila qui est toujours au pouvoir et la commission 2017, le président Joseph Kabila qui est toujours au pouvoir et la commission électorale congolaise qui a reporté à plusieurs fois la date du scrutin présidentiel qui est très attendu en République démocratique du Congo où Internet a été coupé pour des raisons de sécurité selon les officiels congolais. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le maire de Yabassi, dans le département du Nkam, région du littoral, Jacques Maboula Boya. Bonsoir. Bonsoir Cédric, c'est un honneur et un plaisir d'être là ce soir. Justement, vous avez suivi le discours du chef de l'État, son message à la nation camerounaise le 31 décembre 2017. Il a insisté sur un aspect précis, l'accélération de la décentralisation, pour permettre, selon le chef de l'État, aux populations de décider elles-mêmes de leur avenir socio-économique. Comment vous réagissez face à cette orientation politique du président de la République? Pour moi, je pense une fois de plus que c'est une mauvaise foi de la part de ses collaborateurs d'envoyer le chef de l'État en fin d'année tenir un discours qui n'a pas de chiffres. Quand on parle de décentralisation et de son accélération, on parle de chiffres et de mise en application. À la fin d'un discours de fin d'année d'un chef de l'État qui parle dans un contexte d'exaspération et de tension au sein de la nation, un tel discours devait pousser des cris de joie dans la rue et remettre en confiance les populations. La décentralisation, c'est juste un vague mot. La décentralisation accélérée, c'est une fois de plus un agencement de mots. Quand on parle de décentralisation véritable, ça veut dire que dans le discours, un agencement de mots. Quand on parle de décentralisation véritable, ça veut dire que dans le discours du chef de l'État, il devrait avoir des éléments chiffrés en termes d'éducation, santé, accès à l'eau potable et à l'énergie, route, entretien des ouvrages d'art, aménagement des aires de jeu et sport, et la promotion économique des terroirs. D'aucuns estiment que le chef de l'État doit donner les orientations politiques et que c'est au gouvernement d'exécuter et de mettre en œuvre les orientations fixées par le chef de l'État. Écoutez, le chef de l'État, il dit « je veux une maison de 4 chambres » et le gouvernement, il applique. Et dans le cadre de la décentralisation, il dit « je veux des centres de santé modernes, des écoles modernes, etc. » Et vous utiliserez, comme je prendrai cet exemple, vous utiliserez 100 millions pour la promotion de l'éducation chaque année dans chaque commune, 100 millions pour la promotion de la santé, 100 millions pour l'entretien des infrastructures routières, ouvrages d'art, 100 millions pour l'aménagement des aires de loisirs et de jeux, sport, etc. 100 millions pour la promotion de l'immobilier et de l'accès au logement social, 100 millions pour le développement des terroirs et peut-être 200 millions pour la modernisation agricole et l'élevage. On a un package de 1 milliard par commune, ça fait 360 milliards dans un contexte où on est dans une moyenne de 4500 milliards de budget d'investissement public, c'est moins de 10%, pendant que dans l'Afrique, on tend déjà vers les 25-30%. Alors là, il n'y a aucun chiffre, c'est une fois de plus l'enfarinage. Et naturellement, je peux comprendre que le chef de l'État, dans son état actuel, il suit des hommes qui sincèrement se font plein les poches pour faire un trésor de guerre dans un contexte où on sait très bien que nous sommes en pleine transition qui va être militaro-démocratique. Et naturellement, ces hommes ont besoin d'argent. Ce n'est pas le moment de se délester d'outils. Et naturellement, ces hommes ont besoin d'argent. Ce n'est pas le moment de se délester d'autant d'argent dont on aura besoin très bientôt. Mais le président de la République estime que c'est la réponse idoine face aux préoccupations qui sont d'abord posées dans les régions anglophones.
Paul Biya fait savoir qu'il a écouté tous les messages des populations qui veulent décider elles-mêmes de leur développement, de leur avenir, raison pour laquelle il prescrit au gouvernement d'accélérer la décentralisation. Est-ce que c'est une solution spécifique à cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est une solution à toutes les localités du Cameroun. Ce n'est pas une solution pour une zone précise. La décentralisation, c'est un levier stratégique pour la prise en main des besoins de proximité. Et quand vous ne pouvez pas donner aux collectivités territoriales les moyens de répondre immédiatement aux problèmes qui se posent, naturellement, vous transférez ces problèmes dans la rue. Et quand vous les transférez dans la rue, ça commence par des revendications dites corporatistes, et ensuite, ça s'enflamme. Et tel que c'est parti, si on va encore traîner pour mettre en œuvre cette décentralisation, parce qu'on veut pousser le chef de l'État dans un gouffre, je dis très bien, c'est malin, mais c'est de mauvaise foi. Parce que quand on veut faire de la politique, soit on démissionne de la fonction publique, on crée un parti et on se jette dans l'arène politique. On ne crée pas du cafouillage pour essayer de profiter des troubles qui vont venir. Justement, concernant cette situation dans les différentes communes du Cameroun, le président de la République qui mise sur la décentralisation, quelles sont les étapes que vous, qui êtes à la mairie d'Abassi, quelles sont les étapes que vous attendez, quels sont les effets induits d'une accélération que vous attendez? Je vous l'ai dit, c'est simple. L'accélération, c'est simple, ça se passe en 24 heures. Décret du président de la République portant décentralisation des ressources au... Décret du président de la République portant décentralisation des ressources aux collectivités territoriales décentralisées en date du temps. 100 millions pour la promotion de l'éducation primaire, 100 millions pour la promotion de la santé, 100 millions pour la construction des routes, le transfert des ressources financières sont-elles suffisantes? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'expertise qui se pose dans les mairies? C'est ce que le ministre de l'administration territoriale a souvent reproché aux maires, que les maires n'ont pas toujours la compétence nécessaire pour gérer toutes ces ressources-là. Raison pour laquelle il y a toujours une tutelle technique qui accompagne les collectivités territoriales. Ça veut dire que ces délégués sont incompétents. Il y a ce qu'on appelle les délégués départementaux dans chaque collectivité territoriale. C'est-à-dire vous avez un délégué départemental, un délégué d'arrondissement. En matière de travaux publics, vous avez le délégué qui est le collaborateur du maire, qui fait tous les inventaires et les devis de la localité. En plus, au-dessus du maire, vous avez le préfet qui est la tutelle, qui est là pour faire l'arbitrage, et de plus vous avez les conseils municipaux qui sont là pour faire les choix des priorités, qui arrêtent ce qu'on appelle un plan communal de développement parce que les ressources sont là et on a une feuille de route. Donc dire qu'il n'y a pas ces compétences, ça veut dire que nos ingénieurs, soit certains ingénieurs, ce sont des ingénieurs en carton qui ne savent pas faire leur job, mais je pense que tous ces ingénieurs-là, que ce soit de l'eau, de l'énergie, des travaux publics, etc., c'est des hommes formés dans nos écoles. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de ressources avec autant de personnel bien formé. Qui plus est, on sait que dans les ministères, il y a plein de gens qui chôment avec des diplômes, Bac+7, Bac+8, âgés au tiercé et autres dans les rues de Yaoundé. Il faut les renvoyer dans les communes. Justement, 2018, année électorale majeure, le président de la République a rassuré qu'il y aura bel et bien élection dans le calme et la sécurité. Est-ce que cela vous rassure en tant qu'homme politique avec toutes les appréhensions qui ont été suivies en 2017 sur un probable glissement du calendrier électoral? Écoutez, ça va dépendre... Sur un probable glissement du calendrier électoral? Écoutez, ça va dépendre de la capacité du chef de l'État à mettre en place une plateforme de dialogue et de rencontrer toutes les parties sans préjugés et de les amener à faire des concessions et que les extrémisations qu'on trouve reviennent sur le champ politique. Pour vous, un dialogue est nécessaire avant l'organisation des élections? C'est le chemin incontournable, sinon il n'y aura pas élection, parce qu'on va se retrouver dans un contexte purement militaire dans le nord-ouest, le sud-ouest, et je ne pense pas que dans un tel contexte, on peut organiser des élections sérieuses. Le chef de l'État parle de sécuriser ces régions, de préserver l'intégrité du territoire et de lutter contre les sécessionnistes. Pourquoi l'opposition parle de militarisation alors que le chef de l'État estime qu'il est nécessaire de préserver l'intégrité du territoire camerounais et de protéger les populations? Alors, je pense qu'on a paniqué les populations, il faut les remettre en confiance
Et ça passe par un dialogue, et c'est ce qu'il faut faire dans l'urgence, parce que sans mise en confiance de ces populations qui ont été traumatisées, violentées, je ne pense pas qu'elles se sentiront en sécurité. Et d'ailleurs, s'il y en a qui pensent qu'elles ne sont pas en sécurité dans le nord-ouest, le sud-ouest, en attendant, il y a de la place à Yabassi pour faire les champs, elles sont les bienvenues. Nous sommes disposés à les accueillir. Justement, Yabassi qui accueille l'un des projets phares du plan triennal du président de la République, plan d'urgence pour l'accélération de la croissance économique du Cameroun. Et le chef de l'État n'a dit aucun mot sur ce plan qui, en principe, doit se décliner en 3 ans. Est-ce que ce projet relatif à cette route importante Douala-Bonepupa-Yabassi avance selon les attentes des populations dans le Cameroun? Écoutez, la route Douala-Bonepupa-Yabassi, sur le premier tronçon, ça se passe bien avec Incobat, qui est une entreprise qui a déployé un impressionnant parterre de matériel. On a plus de 10 bulldozers, 15 niveleuses, etc. qui travaillent. Ça se passe bien sur ce tronçon. Mais le deuxième tronçon, qui est 15 niveleuses, etc. qui travaillent, ça se passe bien sur ce tronçon. Mais le deuxième tronçon, qui est confié à la société Benz, peine parce qu'en réalité, là-bas, on a du vieux matériel et qui est presque inexistant, donc ça traîne. Nous espérons qu'il y a du matériel en cours de commande dans cette entreprise et nous souhaitons que véritablement cette entreprise fasse sa part de boulot et rapidement, parce que la route c'est une urgence, c'est une nécessité et ça va crédibiliser davantage les réalisations de ce plan d'urgence. Merci Jacques Maboula Boya. Je rappelle que vous êtes le maire de Yabassi. Merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, messieurs, avant la fin de ce journal, se publie reportage avec le laboratoire Biopharma qui offre du sourire aux mamans et aux bébés. L'entreprise citoyenne a saisi l'opportunité de la récente fête de Noël pour leur offrir des produits de la gamme Mobi Bébé à Yaoundé. Reportage. La caravane du bonheur des laboratoires Biopharma commence son périple par l'hôpital de la CNPS. Ici, les mamans ne font pas l'économie de leur enthousiasme et de leur ferveur pour recevoir les présents offerts gracieusement par l'entreprise citoyenne. Les produits de la gamme pédiatrique Mobi Bébé sont distribués aux mamans dans une ambiance plus que détendue. C'est merveilleux, étonné, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est trop beaucoup, nous sommes trop fiers. C'est excitant, merci beaucoup. Qui continue toujours à nous gâter et tout ça. Les cadeaux et tout, c'est très gentil. Ça nous aide beaucoup. Nous sommes vraiment très fiers parce que c'est l'une des meilleures gammes et il n'y a pas de gamme comme Mobi. Mobi c'est pour nos bébés parce que nous avons eu à essayer avec des enfants qui sont passés avant et nous avons été satisfaits. Et quand Mobi vient encore nous donner des cadeaux comme ça, nous sommes des enfants qui sont passés avant et nous avons été satisfaits. Et quand Mobi vient encore nous donner des cadeaux comme ça, nous sommes encore plus satisfaits et on va continuer avec Mobi. L'ambiance est quasiment la même dans les hôpitaux de district de Biemassi, de Foulane et de Kondongo, où Mobi Bébé offre du sourire aux enfants. Un plaisir que ne boudent non plus les mamans, qui au-delà d'exprimer leur gratitude, entendent des chants qui résument l'intensité de la joie qui les anime. Oui, je suis vraiment ravie. Ça me fait plaisir d'être récompensée 7 ans après parce que c'est mon 3e enfant de Mobi Bébé maintenant. Je remercie les laboratoires Biopharma et beaucoup de courage. Continuez dans la même lancée. Merci. Nous sommes très contents d'avoir reçu le cadeau et nous resterons fidèles à la marque Mobi Bébé. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, les mamans internées à la maternité ont également eu droit à leur cadeau de Noël. Arrosées qu'elles ont été par une pluie de produits, dont les lingettes, les couches ainsi que les biberons, pour ne citer que ces quelques merveilles de la gamme pédiatrique Mobi Bébé, favorable à la santé et au bien-être des tout-petits. C'est tellement super. Moi, particulièrement, j'utilise les produits Mobi pour mes enfants. Donc, franchement, j'adore les produits de femmes. Je leur souhaite beaucoup de courage et qu'ils puissent prospérer dans la paix, le bonheur, la joie du Christ. Je suis vraiment flattée et
Avec ce cadeau, je suis encouragée de continuer à utiliser les produits Mobi Bébé. Que cette entreprise va en avant et qu'elle réussisse. Elle fait du bien aux bébés, aux mamans, aux familles. Et que dire des arrêts à l'hôpital Bethesda, au centre hospitalier universitaire de Yaoundé et au centre médical d'arrondissement de Mvogada. Des moments de grande communion et de partage qui, au-delà des mamans, ont touché le Mvogada. Des moments de grande communion et de partage qui, au-delà des mamans, ont touché le cœur des majors des maternités de ces différentes formations hospitalières. Toutes n'avaient qu'un seul mot. Merci au laboratoire Biopharma. Je suis d'abord très contente que Biopharma nous a accompagnés du début jusqu'à la fin d'année et avoir pensé à nos mamans encore en fin d'année, en ce mois de décembre. Nos mamans étaient contentes, moi-même je suis contente. Merci vraiment au laboratoire Biopharma pour ce geste et qu'il continue, que ça ne s'arrête pas. Nous voulons remercier à travers ma modeste personne les laboratoires Biopharma pour cette continuité. Chaque année, ils nous honorent. Et cette fois-ci, nous voulons surtout leur remercier parce qu'ils ont innové. Au total, ce sont une dizaine de formations hospitalières qui ont reçu la visite de la caravane du bonheur des laboratoires Biopharma. Mobi Bébé a su offrir du sourire et de la joie aux mamans ainsi que leur progéniture, leur permettant ainsi de passer d'agréables fêtes de Noël. Il ne pouvait en être autrement lorsqu'on connaît le dévouement des laboratoires Biopharma à la santé et au bien-être des bébés et de leurs génitrices. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes et son best-of. Émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.